Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Philippe Pons, chargé de mission électronique au pôle Aerospace Valley. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation à ce premier webinaire donc, qui est co-organisé entre Aerospace Valley et Axiel Alliance Électronique. Il s'agit du premier webinaire d'une série de 2 qui sont relatifs donc à l'électronique face aux réglementations européennes en matière d'environnement. Je précise que le deuxième webinaire aura lieu le 12 avril, dans 15 jours, même heure, et je vous invite à vous inscrire. Voilà. Voici l'agenda. Vous l'avez, voilà. Nous allons faire une petite introduction avec Sandrine Beaufils d'Axiel. Et donc, nous passerons ensuite aux interventions donc, de Béatrice Zaremba d'Ecomundo et de Jean-Pierre Terré de Dassault, qui présenteront tout d'abord les règlements européens, leur contexte, les contenus, les exigences et en particulier les déclarations de matière et de substance. Ensuite, Sylvie Lefloc de Radial, et qui représente le groupe connecteur de Axiel, débutera la partie que nous appelons retour d'expérience industrielle, en abordant donc le volet connectique. Donc quelques mots sur le déroulé du webinaire. Donc l'ensemble des micros sont groupés. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'onglet qui se situe à droite de vos écrans. Et à l'issue de chacune des interventions, des présentations, les organisateurs pourront poser les questions aux intervenants. Si jamais la durée dépassée, nous conserverons les questions et nous les communiquerons ensuite. Voilà. Replay sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube du pôle avec les présentations qui sont projetées et donc c'est fonction aussi des autorisations des intervenants. Alors, quelques mots rapidement sur le pôle Aerospace Valley pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu. Donc, le pôle Aerospace Valley adresse l'ensemble des filières aérospatiales et donc notamment ce que nous considérons comme les secteurs stratégiques que sont l'aéronautique, l'espace et les drones. Et le pôle Aerospace Valley couvre les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons potentiellement des adhérents qui vont au-delà. Nos missions, c'est celle d'animer, d'innover, de développer. Donc, l'animation, il s'agit d'une animation d'une communauté d'environ 800 adhérents, dont les 2/3 sont des PME ou des TPE. L'innovation, bien, nous soutenons, je dirais, les projets de recherche collaboratifs et l'accès aux financements régionaux, nationaux, européens. Et puis le développement, il s'agit d'accélérer la croissance des membres par des actions, un certain nombre d'actions, qu'elles soient au niveau de la transformation numérique, de l'international, etc. Donc, les webinaires, comme les journées techniques, font partie de l'animation et donc aujourd'hui, nous co-organisons ce webinaire avec Axiel. Voilà. L'activité du pôle s'articule donc autour des 3 secteurs stratégiques aéronautique, espace et drone, avec 5 écosystèmes d'excellence qui traitent de façon transversale des thématiques comme l'économie des données, l'intelligence artificielle, la structure, la propulsion et l'énergie embarquée. Et puis, par exemple, les systèmes embarqués et communicants dans lesquels nous traitons le volet électronique. Voilà. Donc, je passe la main à Sandrine. Je ne voulais pas prendre trop de temps sur la présentation du pôle. Je passe la parole à Sandrine. Bonjour à tous. Merci d'être présent et de vous retrouver ici aujourd'hui.
avec nous. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez mon écran encore. A priori, non. Voilà, il fallait que ça m'arrive. Modifier l'écran. Je n'y arrive pas à le mettre en mode présentation. Bon. Je suis désolée, je n'arrive pas à le mettre en mode présentation de mon écran, ce qui est un peu le dire. En attendant, je vais commencer. Donc, je suis déléguée générale, Sandrine Beaufils, déléguée générale pour Axiel Alliance Électronique. Axiel, qui est une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants des composants et systèmes pour l'industrie électronique. Donc, voilà, l'industrie électronique, ça ne vous a pas échappé qu'il y en avait partout. On en retrouve, alors je pense que c'est mon PowerPoint à moi qui est bloqué. Hein, donc, attendez, juste un tout petit moment, je suis désolée. Voilà. Ça m'arrive un petit peu en ce moment. Voilà, donc là vous le voyez un petit peu mieux. Excusez-moi pour l'attente. Donc voilà, je vous disais, l'électronique, il y en a partout, ça ne vous a pas échappé. On en retrouve dans l'éducation et la recherche, l'automobile, dans l'aérospatial, également dans l'IoT, la défense, l'énergie, le médical, mais aussi les télécoms. Mais ça regroupe aussi un ensemble d'acteurs qui alimentent la chaîne de valeur amont de l'électronique, puisqu'on en retrouve les composants actifs et semi-conducteurs, les composants passifs, les connecteurs, les circuits imprimés, tests et mesures, évidemment aussi dans les équipements et services et dans la maintenance. Alors Axiel est bien sûr au service de ses adhérents et de la filière électronique que je vous présenterai après. On va commencer par ses adhérents, en vous donnant quelques chiffres clés. Rapidement, c'est 120 membres, 100 000 emplois directs et indirects pour 6 milliards de chiffre d'affaires, 24% de gros groupes, 9% de TI, 56% PME-PMI et 11% de labos et écoles. Plus de la moitié des membres se regroupent autour des composants, un quart des équipements et services et un quart autour des tests et mesures. Et bien sûr, à l'intérieur, nous retrouvons des fabricants, des concepteurs, de la recherche et développement, des importateurs, des chercheurs, avec des sites R&D de production et des bureaux commerciaux qui sont répartis un petit peu partout en France. Alors, les services proposés par Axiel permettent à tous de partager et d'échanger autour de préoccupations communes qui peuvent être spécifiques au métier de chacun, qu'on va retrouver au sein des clubs. Donc, on a aujourd'hui 5 clubs, circuits imprimés, passifs, connecteurs, semi-conducteurs et tests et mesures, mais également qui peuvent concerner des préoccupations communes à tous et qu'on va retrouver au sein de nos commissions avec les groupes de travail aussi. Mais Axiel, ça n'est pas que ça. Nous allons également mettre en place des travaux avec et pour nos membres, comme des enquêtes et des statistiques, la rédaction de spécifications, de la réglementation européenne avec un lobbying associé, des projets collaboratifs, des best practices, du networking, bien entendu. On organise également des rencontres et des événements comme la JTE, notre journée technique de l'électronique. Et il y a également des publications de ces thématiques, voire aussi des livres blancs. Alors, je vous le disais, Axiel est aussi au service de la filière électronique, puisque nous sommes partie prenante de la création du comité stratégique de la filière électronique en 2019. Et donc, je vais vous présenter très rapidement la filière électronique qui se retrouve autour de 9 axes stratégiques, qui sont la transformation numérique des entreprises, l'action européenne internationale et internationale, la transition énergétique, la coopération en chaîne de valeur, la relance et la résilience, l'intelligence artificielle, la maîtrise des technologies clés, les compétences et emplois et l'industrie électronique du futur. Les grands enjeux de cette filière sont autour de la pérennisation d'un socle industriel incontournable de la révolution numérique et de la transition énergétique, la maîtrise de 4 piliers complémentaires qui sont les technologies et les composants électroniques, les objets connectés, l'électronique de puissance, la cybersécurité et bien sûr, un autre enjeu, c'est de capitaliser sur les compétences et les savoir-faire reconnus pour maintenir l'innovation dans un secteur hautement technologique et à forte intensité concurrentielle.
Enfin, quelques réalisations majeures qui ont été mises en place au sein du CSF. Le plan Nano 2022 et l'IPCEI, la stratégie d'accélération sur l'intelligence artificielle embarquée, le plan de relance export électronique et émissions sur le contrôle des exportations avec l'aéronautique, la numérisation de la supply chain, la task force environnementale pour l'industrie électronique du futur, la coopération avec les filières aval, le lancement d'un engagement pour le développement de l'emploi et des compétences et la mobilisation forte sur la résilience de la filière. Voilà, merci de m'avoir écouté. Un dernier petit mot pour vous faire sourire. L'électronique, c'est comme le sel dans la mer, on ne le voit pas, mais il y en a partout. Sans plus attendre, passons au sujet qui nous réunit tous aujourd'hui et je vais donner la main à Béatrice Zaramba d'Ecomundo qui va commencer sur le thème origine et contexte des directives européennes. Oui, merci beaucoup Sandrine. Donc, d'abord, pour me présenter, Béatrice Zaramba, directrice juridique et responsable de l'équipe REACH Autorisation chez Ecomundo. Alors, Ecomundo, si vous ne nous connaissez pas, nous accompagnons les industriels dans leur conformité réglementaire depuis 2007 déjà. Donc avec des logiciels d'aide à la gestion des substances, mais aussi avec des conseils, voilà, un accompagnement spécifique aux industriels pour leurs besoins qui tournent autour de la conformité réglementaire, notamment REACH et autres. Donc nous avons des bureaux à Paris, en Corée, à Montréal, Barcelone, Londres et récemment en Inde. Donc, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter dans un temps un peu limité, essayer de vous présenter les grands enjeux et les impacts sur les produits et les systèmes industriels et professionnels électroniques d'une réglementation, vous le verrez, qui est en pleine évolution dans la mesure où nous attendons un projet de révision de REACH pour la fin de l'année. Je vous en dirai un peu plus. Alors, donc, tout d'abord, on va commencer par une petite introduction au règlement REACH. Quels sont les impacts possibles sur la conception et la production, avec quelques notions clés à revoir, telles que liste candidate, autorisation, restriction, sont peut-être des données que vous avez, des notions que vous avez déjà entendues, voilà, mais qu'on va rafraîchir un peu aujourd'hui. On va aborder aussi RoHS, donc, qui est une autre réglementation qui concerne les articles électroniques et électriques. On va faire un focus sur certaines substances qui sont particulièrement critiques dans l'électronique. Et ensuite, je vous ferai un point sur la révision de REACH, où on en est et à quoi s'attendre pour les années à venir. Donc, petit rappel de notions fondamentales dans le règlement REACH. Donc, on parle de l'enregistrement de substances qui doivent être faits par les importateurs ou les fabricants en Union européenne d'une substance. Et cette obligation s'applique à partir d'1 tonne par an. Donc ça, c'est en place depuis plusieurs années maintenant. Mais vous allez voir, ces données qu'on va extraire de l'enregistrement REACH vont être importantes pour la suite justement de l'évaluation des substances et des impacts réglementaires. Ensuite, nous avons cette obligation qui s'appelle la fiche de données de sécurité. Vous devez la connaître, donc qui établit les risques et dangers liés à une substance, fiches de données de sécurité qui doivent toujours être à jour, donc faites bien attention à ça. Nous allons aussi parler de la traçabilité des SVHC, Substances of Very High Concern, dans les articles. Vous allez voir qu'il y a un nombre d'obligations liées à cette qualité de SVHC. Autre notion fondamentale, c'est celle de restriction sur des usages.
et bien évidemment l'autorisation qui est un peu le saint graal de la réglementation des substances, vu que c'est l'utilisation de la substance qui est carrément interdite en Union européenne. Donc, liste candidate, autorisation, restriction, de quoi parle-t-on? Donc, les SVHC, Substance of Very High Concern, en français, en fait, c'est les substances extrêmement préoccupantes. Elles sont les propriétés qui amènent à pouvoir être listées en tant que substances extrêmement préoccupantes, sont indiquées donc à l'article 57 de REACH. C'est des substances qui sont soit CMR, donc cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, ou PBT, ou VPVB, ou de préoccupations équivalentes, notamment perturbateurs endocriniens. Donc on a vu notamment des substances telles que les octylphénols éthoxylés et les nonylphénols éthoxylés intégrer l'annexe 14, donc qui est la liste autorisation, je vous en reparlerai, pour leur caractère de perturbateurs endocriniens pour l'environnement. Donc il faut savoir que cette liste des SVHC, elle est mise à jour régulièrement, et pour être plus précise, 2 fois par an. Donc c'est une liste qui est en évolution permanente et qu'il faut donc suivre de manière assidue, car comme je le disais, il y a certaines obligations liées au statut de SVHC. Et donc, si vous utilisez une substance qui est classée en liste SVHC, vous allez avoir des obligations qui en découlent. Donc, il y a principalement 3 obligations liées au statut SVHC qui concernent, donc pour la première, le producteur d'un article qui inclurait des SVHC. Donc, celui-ci doit notifier à l'ECHA, donc l'ECHA, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, la présence d'une telle substance dans ces articles. Si la substance est présente au-delà d'1 tonne par an par importateur ou fabricant, si elle est présente en concentration au-delà de 0,1% masse-masse, si on ne peut exclure l'exposition de l'homme et ou de l'environnement, et si la substance n'est pas enregistrée pour cette utilisation. Donc cette notification à l'Agence européenne, elle doit être faite dans les 6 mois suivant l'inclusion d'une substance dans la liste SVHC. Donc d'où l'importance d'être à jour sur le suivi de cette liste pour savoir s'il faut notifier à l'ECHA la présence d'une SVHC dans son article. Alors, effectivement, il y a des cas où cette notification ne sera pas obligatoire, notamment si dans le dossier enregistrement, vous vous rappelez, on en a parlé, cette utilisation est déjà mentionnée. À ce moment-là, vous n'avez pas d'obligation de notifier à l'ECHA la présence de l'SVHC dans l'article que vous produisez. Donc la deuxième obligation principale liée à la présence d'SVHC dans un article, c'est que vous devez collecter les informations SVHC auprès de vos fournisseurs, bien sûr, calculer le pourcentage masse-masse de SVHC dans chacun de vos articles, et vous devez communiquer systématiquement les conditions d'utilisation de ces articles à vos clients, afin que ceux-ci puissent manipuler les articles, la substance, dans des conditions appropriées. Vous avez également une obligation à la demande de consommateurs de leur indiquer la présence de cette SVHC sous 45 jours, si on vous fait la demande. Donc ça, c'est réglé à l'article 33 de REACH. Alors, il y a une nouvelle
nouvelle obligation liée à ce statut des SVHC qui est entrée en vigueur en 2021. En effet, depuis la modification de la directive cadre déchets, a été inclus cette obligation de notifier les articles mis sur le marché de l'UE et qui contiendraient des SVHC supérieurs à 0,1%. Dans une base de données qui est appelée SKIP pour Substances of Concern in Products et qui est gérée par l'ECHA, l'Agence européenne. Donc, qui doit notifier les fabricants UE, les assembleurs, les importateurs et les distributeurs. Notez toutefois que les fournisseurs non européens donc, ne peuvent pas notifier dans SKIP. Ils doivent fournir tous les documents et les informations nécessaires dans leur supply chain pour que eux puissent ensuite se conformer à leur obligation de notification au SKIP. Donc l'idée du SKIP, c'était d'avoir des informations sur les articles et donc de la présence de ces substances dans ces articles, notamment afin de mieux pouvoir gérer ces articles au stade de déchets. C'est pour ça que ces informations sont mises à la disposition des opérateurs de déchets et aussi des consommateurs. Donc, je vous ai mis un lien pour accéder à cette base de données si vous ne la connaissiez pas. Mais je pense que M. Terret vous donnera un peu plus d'explications techniques détaillées sur justement SKIP et comment cette obligation se conjugue avec les autres obligations sur des déclarations de présence de substances dans les articles. Alors, les interdictions principales liées à l'utilisation d'une substance, je vais en parler au fur et à mesure aussi de la présentation et notamment quand on parlera des différentes substances qui sont critiques dans le secteur de l'électronique. Donc les deux grandes catégories, c'est la restriction et l'autorisation REACH. La liste de restrictions, on l'appelle aussi liste annexe 17, donc annexe 17 de REACH. Pour l'instant, 71 substances sont soumises à des restrictions. Ces restrictions, en fait, elles ont pour objet de limiter ou interdire la fabrication ou la mise sur le marché de certaines substances qui constituent un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement. Donc, en gros, l'impact, il est direct sur sur des restrictions, soit sur l'utilisation d'une substance, soit sur une limitation d'utilisation de la substance, notamment pour certains articles. Donc ça, l'impact, il est direct, il y a une impossibilité de contourner en fait cette restriction. La deuxième grande catégorie, c'est les autorisations. Donc c'est la liste qui se trouve en annexe 14 de REACH. Pour l'instant, il y a 54 SVHC qui sont soumises à autorisation. Donc je précise bien SVHC, car effectivement, le parcours d'une substance qui est qualifiée de substance extrêmement préoccupante a vocation à suivre ce chemin réglementaire vers la liste autorisation. Donc l'autorisation, il faut savoir que c'est au final l'interdiction d'utiliser une substance qui serait inscrite à cette liste. Donc, c'est un encadrement des substances chimiques qui sont les plus préoccupantes, en fait, donc avec des effets irréversibles graves sur la santé ou l'environnement, selon les propriétés de la substance concernée. Et l'objectif est réellement la substitution de ces substances par des substances ou technologies, d'ailleurs, qui seraient plus sûres pour la santé humaine et l'environnement. Donc, une fois que la substance a été inscrite à l'annexe 14, cette substance ne peut plus être fabriquée, importée, utilisée après les dates fixées pour chacune de ces substances. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle la sunset date dans le domaine de l'autorisation. Alors, il y a une possibilité de continuer à utiliser ces substances qui serait en annexe 14,
si on obtient une autorisation de la Commission européenne. Donc c'est un processus un peu long, hein, il faut le dire, un peu complexe. Sylvie Le Floch vous fera peut-être un retour d'expérience à ce sujet aussi. Donc il faut préparer un dossier dans lequel il faut, de manière très schématique, présenter que les bénéfices liés à l'utilisation de la substance sont supérieurs aux risques et qu'il y a une absence d'alternative disponible dans l'immédiat, ce qui fait que vous demandez, ou l'industriel demande, ou les industriels regroupés demandent une autorisation pour une durée déterminée pour continuer à utiliser la substance. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est aussi qu'il y a donc cette gradation qui part de la liste candidate, liste SVHC. On utilise les deux termes qui veut dire exactement la même, qui se réfèrent en tout cas à la même liste. À partir de cette liste, l'Agence européenne fait un exercice qu'on appelle de priorisation. Donc, elle regarde les substances et établit selon les usages de la substance, le volume utilisé. Elle priorise certaines substances qu'elle va inscrire dans un projet de recommandation qui va se transformer en recommandation pour l'inclusion de substances à l'annexe 14 et qui sera transmis à la Commission européenne pour prise de décision concernant ces substances. Alors, on a parlé REACH jusqu'à présent, mais quid ROHS? Où se situe ROHS par rapport à ses obligations REACH? Donc, en fait, il y a un peu une logique commune aux deux, ROHS et REACH. On veut éliminer ou remplacer l'utilisation de substances particulièrement dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Ça, c'est spécifique à ROHS. Alors que REACH, effectivement, concerne toutes les substances chimiques et tous les articles qui seraient impactés. L'idée de ROHS est donc de mettre en place des restrictions concernant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques pour limiter en fait la libération de ces substances, donc lors de l'utilisation, la collecte, le traitement et l'élimination de ces déchets. Donc, je vous ai remis le lien vers la directive si vous souhaitez aller la voir. Donc, les substances concernées par ROHS, pour l'instant, elles sont limitées. Donc, on parle du mercure, le plomb, le cadmium, PBDE, le chrome 6, le PBB et depuis juillet 2019, aussi les 4 phtalates indiqués à l'écran. Donc, ces substances ne doivent pas être présentes dans les articles, enfin non, dans le matériau homogène au-delà de 0,1% en masse, sauf pour le cadmium où on parle d'un taux de concentration de 0,01% en masse. Alors, pour rapidement passer sur ROHS, parce que c'est pas l'objet principal de la présentation, mais je trouve que c'est quand même important de le mentionner parce qu'il y a toujours une discussion entre les deux. Il y a des possibilités de demander des exemptions, aussi dans le cadre de ROHS, donc qui ne sont pas à confondre avec les exclusions, parce que certains domaines ne rentrent pas dans le champ de la directive, et c'est notamment le cas des équipements destinés à des fins militaires ou aérospatiaux, ou des équipements conçus exclusivement pour la R&D, par exemple. Donc, ces équipements-là ne sont pas soumis à ROHS. Donc ça, c'est important de le rappeler, même si le retour d'expérience nous fait dire que même si ces équipements sont exclus en fait de ROHS, dans la supply chain, au final, il y a une réelle demande de respecter ces taux de concentration, alors même que le champ serait exclu en fait de la directive. Il existe donc aussi des exemptions dans le cadre de la directive pour une substance ou un usage particulier, pour une durée également restreinte, limitée dans le temps, mais qui peuvent être renouvelées. Donc c'est le cas par exemple du plomb dans les alliages de cuivre.
pour lesquels il existait une exemption qui expirait en 2021. Enfin, elle existe encore parce que justement, il y a eu une demande de renouvellement de cette exemption et ce qui fait que pour l'instant, cette exemption est encore en place. Mais ici aussi, encore une fois, le CMG et Sylvie Le Floch pourront peut-être vous faire un retour d'expérience à ce sujet. Donc, pour passer sur les substances impactées, ou les substances, en tout cas, d'intérêt pour l'électronique. Donc, nous accompagnons l'Axiel chez Komodo sur certaines substances, justement, ce qui fait que je peux vous présenter voilà, aujourd'hui un petit retour sur certaines substances. Donc, notamment certaines qu'on considère pour l'instant être peu à risque. Quand je dis peu à risque, ça veut dire que peu de risque qu'elles soient réglementées plus avant et voire qu'elles soient interdites. Donc, on parle de l'ASGA et de l'INP qui pour l'instant ne sont même pas en liste SVHC, la liste candidate, et donc forcément qui ne sont même pas recommandés pour l'annexe 14. Vous vous rappelez, c'était la gradation liste SVHC, projet recommandation, recommandation, annexe 14. Voilà, sachant que ce parcours peut durer plusieurs années, facilement 5 ans entre la liste SVHC et une entrée en annexe 14. Donc, je vous ai juste mis la définition de la CORAP parce qu'effectivement, je liste cette information dans la slide. La CORAP, c'est le... Béatrice, il vous reste 10 minutes. C'est pour vous cadrer dans votre intervention. Merci Philippe. Effectivement. Donc la CORAP, le plan d'action communautaire, qui liste les substances qui font l'objet d'une évaluation, notamment sur la base des données d'enregistrement. Et cette liste permet déjà d'avoir un aperçu des substances qui risquent à terme d'être inclus en liste candidate et de faire le processus qui s'ensuit. Ensuite, les substances qui sont en liste SVHC, mais qui ne sont pas recommandées pour l'instant par l'ECA. Donc, on a des composés de plomb qui entrent dans cette catégorie-là. Pour l'instant, ces substances donc, ont un scoring relativement haut, parce qu'on parle de 15 sur 45, mais la recommandation a été repoussée. Alors, le plomb et les composés de plomb, je pense que c'est ça qui intéresse un peu tout le monde en ce moment, car effectivement, on a le projet de 11e recommandation qui vient d'être publié par l'ECA et qui inclut le plomb métal dans cette liste. Donc, vous savez, donc, le plomb métal, c'était en liste candidate, là, c'est un projet 11e reco. Donc, ça va potentiellement entrer en recommandation et donc un risque d'entrer en annexe 14, donc d'être interdit. Mais il faut savoir que de par le passé, d'autres composés de plomb ont déjà été recommandés, mais ont été écartés par la Commission pour une intégration à la liste autorisation, principalement parce qu'il y avait d'autres réglementations en place, telles que des valeurs limites d'exposition professionnelle pour le plomb qui sont en train d'être révisées, ou la directive sur les émissions industrielles, ou des restrictions ou des nouveaux règlements qui sont en train d'être mis en place, notamment sur le PVC recyclé, qui concerne ces substances qui étaient en 9e recommandation. Sur le cadmium, des substances en liste candidate, mais toujours pas de recommandation pour l'instant. Mais c'est donc une substance à suivre aussi. Les composés de nickel et les sels de nickel ont suivi un parcours un peu différent. Donc, il y a eu une option, une analyse des options de gestion réglementaire sous l'impulsion de la France qui a amené à dire que finalement, la meilleure réglementation de ces substances serait une valeur limite d'exposition professionnelle, ce qui a été donc fait avec la modification de la directive 2004-37 qui a mis en place des nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle.
Les composés de bord, extrêmement critiques également pour la filière, avec l'acide borique notamment, mais qui a été écarté en 2017 par la Commission européenne, car elle a considéré que finalement, en fait, il y avait un tellement large éventail d'industries qui seraient concernées par cette utilisation que les demandes d'autorisation seraient très complexes à traiter et que l'expérience de l'Agence européenne n'était pas encore assez grande sur les demandes d'autorisation et que pour cette raison, la substance était repoussée à une date ultérieure inconnue. Sur la NMP, qui est entrée en restriction en 2019. Il y a un guide qui a été mis en place parce que la restriction est un peu complexe à suivre. Donc, qui accompagne les industriels dans la mise en place de cette restriction d'utilisation de la substance. Il faut savoir que cette substance était aussi en 8e recommandation pour suivre le process autorisation en parallèle à la restriction. Donc, mais pour l'instant, cette décision d'inclusion de la substance a également été reportée. Sur les PFAS, un autre sujet impactant pour la filière, il y a un gros dossier de restriction qui est en train d'être préparé par plusieurs États membres ensemble. On avait évoqué une date en 2022 pour soumettre ce projet de restriction. Finalement, je pense que le travail est tellement large que ce dossier est repoussé à janvier 2023. Je passe rapidement pour pouvoir vous faire quand même un point sur la révision de REACH qui est en plein cours. Voilà. La commission est sur tous les fronts avec ses divers consultants pour travailler sur cette révision. Il faut savoir que cette révision donc, a été initiée dans le cadre du Green Deal européen qui vise à atteindre un niveau de pollution zéro pour un environnement exempt de substances toxiques. Donc, il y a des consultations publiques, notamment une en cours jusqu'au 15 avril, dont je vous ai mis le lien, et qui vise à finaliser un projet d'évaluation d'impact pour cet été, pour enfin pouvoir proposer une révision de REACH aux co-législateurs, donc au Parlement européen et au Conseil, pour la fin de l'année. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Donc, quelles sont les questions abordées? Il existe des lacunes sur de nombreuses substances. Les évaluations de sécurité sur les effets combinés. En fait, il n'y a pas d'évaluation de sécurité justement sur les effets combinés de produits chimiques différents. La communication dans la supply chain est toujours inefficace. Les dossiers d'enregistrement sont trop complexes, la procédure d'autorisation est trop lourde et peu flexible. Le CMG vous en parlera. Le processus actuel de restriction est également un peu lent. Et surtout, les contrôles et l'exécution ne sont pas efficaces de la même manière dans tous les États membres. Donc, les objectifs de cette révision, c'est voilà, d'adresser ces différents points, notamment donc c'est la réforme du processus d'autorisation dont je vais un peu parler et l'introduction d'un facteur d'évaluation des mélanges qu'on appelle MAP. Je ne m'attarde pas trop sur ces objectifs. Je préfère vous dire juste 2 mots aussi sur l'autorisation. Donc, où plusieurs scénarios ont été considérés, soit on reste tel quel, soit on maintient et on clarifie et on simplifie certains aspects, ou on décide de fusionner l'autorisation et la restriction, ou même carrément de supprimer le titre d'autorisation de REACH. Alors ça, je vous rassure ou je vous inquiète, je ne sais pas, mais en tout cas, cette option 3, elle a été écartée par
la majorité des personnes qui ont participé jusqu'à présent aux échanges à ce sujet. Donc, le titre autorisation, a priori, ne devrait pas disparaître de REACH dans le prochain projet de révision. Une notion que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion d'utilisation essentielle, parce que c'est une notion qui revient justement souvent dans le cadre de ces discussions autour de la révision de REACH. Il faut savoir que c'est une notion qui est tirée du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, donc c'est un autre contexte, mais elle a été reprise dans le cadre des discussions dans la stratégie de la commission, comme ces commissions pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, afin de définir des critères pour que l'utilisation de ces substances chimiques soit limitée à celles qui seraient nécessaires pour la santé ou la sécurité, ou indispensables pour le fonctionnement de la société, et s'il n'existe pas de solution de remplacement acceptable du point de vue de l'environnement et de la santé. Donc, il n'y a pas de définition commune pour l'instant, mais l'idée, c'est de rendre le processus d'élimination progressif de ces substances plus simple, plus efficace, plus prévisible, plus rapide. Alors, est-ce que ce sera vraiment le cas? Ça, c'est une question ouverte, parce que finalement, voilà, quelle est la définition d'un risque inacceptable? Qu'est une réponse proportionnée? Est-ce qu'on pourra revoir les décisions au fil du temps? Qui va décider? Voilà, tout ça, ce sont des questions ouvertes et qui sont discutées en amont de la proposition de la Commission, mais qui seront, j'en suis sûre, également discutées lors de la procédure co-législative sur cette révision de REACH. Je termine sur ROHS, car ROHS aussi va être révisé. Donc la Commission européenne est en train de travailler sur une évaluation d'impact à l'appui d'une éventuelle révision de ROHS. Il y a eu un premier appel à contribution qui a été fait en début d'année. Beaucoup de réponses reçues, notamment la FIM, FIEX, MISD Eurospace, les participants à l'Umbrella Project, et donc qui est le dossier qui a demandé l'exemption renouvelée pour le plomb dans les alliages plomb-cuivre. Donc toutes ces réponses, en tout cas, sont en maintien de ROHS et des exemptions, tout en demandant une amélioration du processus d'exemption. Il faut savoir que si vous le souhaitez, il y a une consultation publique qui est en cours aussi jusqu'au 2 juin 2022 et qui vous permettra d'apporter votre point de vue sur les différents points que j'ai listés ci-dessous. Voilà, j'en termine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était beaucoup d'informations, je pense, d'un coup. Mais voilà, l'idée, c'est que vous ayez aussi une base, si besoin, pour vous retourner voir les slides. Et bien sûr, si vous avez des questions spécifiques, soit on peut les adresser maintenant, ou bien sûr, à la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Ecomundo, vous avez mes coordonnées sur la slide. Très bien, Béatrice. Je peux parler là, voilà. Très bien, Béatrice. Merci, parfait pour le timing. Donc, nous avons une ou deux questions. Oui, Christian Chastanet. Oui, donc une première question. REACH est une, disons, réglementation européenne. Est-ce qu'il existe des équivalents dans d'autres parties du monde, notamment en Asie, où comme l'économie est internationale maintenant et qu'il y a beaucoup d'activités électroniques là-bas? Et est-ce qu'elles sont plus ou moins sévères s'il en existe? Oui, alors effectivement, REACH est suivi dans d'autres pays du monde. C'est clairement un exemple ou un modèle à suivre dans d'autres pays. Donc notamment en Asie avec ce qu'on appelle le K-REACH, donc Korea REACH, qui suit aussi le process de réglementation des substances chimiques, alors avec des dates forcément un peu décalées par rapport à ce qui existe dans le REACH de l'Union européenne. Et on voit aussi, bien sûr, UK REACH qui reprend aussi
le REACH européen et qui sera sûrement aussi adapté à venir pour le UK. Okay. Une autre question qui est un peu plus technique, c'est au niveau du calcul de la masse des substances. Dans REACH, vous parlez de l'article, de la masse de la substance par rapport à la masse de l'article, et dans la ROHS, c'est plutôt par rapport aux matériaux homogènes. Quelle différence il y a? Ou quelle est la définition de l'article dans REACH? Alors effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une façon d'aborder la problématique qui est différente selon REACH ou ROHS. Donc, pour les articles, on va regarder la taille, comment dire, l'article, le composant le plus petit pour lequel la forme est plus dominante par rapport au contenu. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on va aborder l'article. Sur le matériau homogène, l'approche est un peu différente et alors il me semble, il faudrait que je reprenne, que je révise mes notions là-dessus, mais il me semble que l'approche est plus petite. Voilà, comment dire, le composant à prendre en compte est plus restreint que pour l'article REACH, mais sous réserve. Voilà. Je pourrais vous refaire un retour spécifique sur ce point si vous le souhaitez. Juste l'article, est-ce que c'est pas l'article, est-ce que c'est en termes d'éléments détachables, parce qu'il me semblait que j'avais entendu parler de ça, qu'un article ça peut être composé d'éléments qui s'assemblent, et est-ce que c'est pas, est-ce qu'on peut l'assimiler à la plus petite partie d'un élément qui n'est plus détachable? Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que l'article, c'est pas le produit, ou alors on considère que l'article, c'est le produit électrique ou électronique dans son ensemble? Non, c'est effectivement les sous-composés. Tous les éléments détachables sont concernés, sont considérés comme des articles, oui. Ça, je vous confirme. OK. Pas d'autres questions. Donc, merci Béatrice. Et nous passons la parole à Jean-Pierre Terré, donc, qui va nous parler de format déclaratif de substances et matériaux. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai une demi-heure, c'est ça? Un peu moins avec les questions-réponses, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous me voyez ou pas? Ah non, j'ai peut-être pas démarré la webcam encore. C'est bon là? Mince, elle est sur mon écran. Comment je la... bon, en passant, je passe en mode tac, et on va supprimer ça comme... Ah, voilà. OK. Je ne sais pas comment cacher ça. Là. J'ai la webcam qui apparaît sur mon écran. Si je quitte, dites-moi si vous me voyez toujours. D'accord. Oui, OK, donc merci de votre invitation pour parler aujourd'hui dans le contexte de ce webinaire sur REACH et le domaine de l'électronique, des différents standards qui permettent de collecter des données matières et substances dans la chaîne fournisseur. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Terré, je travaille pour Dassault Systèmes, donc l'éditeur de logiciels, de solutions dites PLM, Product Lifecycle Management, ou donc de gestion du cycle de vie du produit, depuis la gestion des exigences jusqu'à la définition du produit, sa nomenclature, sa CAO, son manufacturing, et de plus en plus, on va vers les phases de service et la fin de vie.
Donc, on couvre tout le cycle du produit avec des outils que vous connaissez sur le marché, outils de CAO, CATIA, SolidWorks, outils Delmia pour le manufacturing, outils Enovia pour toutes les applications collaboratives et de gouvernance. Et dans ce contexte-là, moi, je m'occupe d'une application qui s'appelle Material Compliance, qui permet notamment aux entreprises de supporter les réglementations telles que vient de les présenter Béatrice, REACH, ROS et toutes les réglementations similaires en dehors de l'Europe, sachant que l'Europe est quand même leader sur le marché. Et tout récemment, on a aussi sorti un outil d'analyse de cycle de vie, puisque Béatrice en a également parlé. Il y a un gros effort, un gros programme européen, le Green Deal, qui va se décliner avec une stratégie sur les substances chimiques dont a parlé Béatrice, mais également une stratégie de produits durables et dans lequel on devrait voir arriver tout un tas de nouvelles exigences d'informations sur le produit concernant le recyclage, concernant la circularité, pardon. On a déjà en France, applicable depuis cette année, l'indice de réparabilité qui doit apparaître sur les produits. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui arrivent et notamment la performance environnementale globale d'un produit avec des approches de type analyse de cycle de vie. Donc on vient de sortir un produit ACV intégré à notre PLM également. Donc aujourd'hui, les problématiques de déclaration de substance. Donc effectivement, c'est une problématique importante puisque pour être capable d'établir la conformité des produits aux réglementations type REACH et RoHS, on doit collecter dans la chaîne fournisseur des données matières et substances concernant les composants et les matières brutes, les raw materials qui composent les produits. Donc le lien avec effectivement la présentation de Béatrice, c'est la base ECA qui a été mise en place, disons la base SKIP qui a été mise en place de l'ECA et sous forme maintenant d'une directive, donc qui doit être transposée par chaque pays, ce qui transfère aussi la responsabilité à chaque pays de l'application de REACH qui était initialement un règlement, qui devient effectivement une directive transposée. Et donc, même si REACH a plus d'une dizaine d'années, REACH date de 2006 avec une application en 2008, il est très peu respecté. Et donc, la Commission européenne a mis en place de nouvelles exigences. Donc, en plus de devoir informer la chaîne fournisseur et les consommateurs sur demande, il y a maintenant une obligation de déclarer à l'Agence européenne des produits chimiques, donc l'ECHA, si les produits qui sont mis sur le marché européen ou importés en Europe contiennent des substances extrêmement préoccupantes au titre de l'article 33 de REACH. Et donc, on reverra un petit peu comment l'ECHA a opéré un peu la mise en place de cette base et comment il s'est appuyé sur un format qu'il a lui-même défini. Donc, c'est le format e-Euclid qui était utilisé auparavant pour la déclaration des substances. Ce format a été adapté pour traiter maintenant les déclarations dans la base de SKIP. On fera un petit tour des standards qui existent. Donc, depuis le début des années 2000, avec la directive VHU, donc End of Life Vehicle pour l'automobile, et RoHS en 2006 pour les produits électroniques, il y a eu des standards sectoriels qui ont été développés, donc la base IMDS pour l'automobile, le standard IPC 1752 pour les produits électroniques, et ensuite il a été internationalisé avec sa version IEC, et plus récemment d'autres moutures, l'IPC 1753 pour gérer les analyses labo des produits. Quand on n'est pas sûr de la fiabilité des données des fournisseurs, on peut opérer une analyse labo, demander à un laboratoire comme SGS de nous analyser les produits et de détecter si le produit contient des substances restreintes par RoHS ou réglementées par REACH. Et plus récemment, l'aéronautique, dans une démarche cross-secteur, a développé l'IPC 1754, donc dans la série des IPC 175X, qui aborde aussi différemment le support de REACH. Donc on le voit qu'il y a une multitude de standards et dans une économie mondialisée et avec de plus en plus d'échanges intersectoriels, puisque l'électronique est partout et sert tous les autres domaines,
il y a eu une volonté des secteurs d'aller vers un standard harmonisé. Alors, ce n'est pas la définition des standards harmonisés européens, mais harmonisé au niveau de faciliter les échanges intersectoriels. Donc, il y a un projet qui a été développé, et je fais partie des leaders qui ont développé ce projet d'harmonisation du format des déclarations matières et substances, avec le projet qu'on a appelé double logo IEC. Donc, l'IEC, c'est l'organisation internationale qui sert le secteur électronique, et l'ISO sert tous les autres secteurs, donc l'auto, l'aéro, la mécanique, les connecteurs, donc excepté les télécoms qui ont leur propre... Donc IEC-ISO, ça veut dire une alliance du secteur électronique avec tous les autres secteurs, excepté les télécoms, pour développer un standard harmonisé que je vous présenterai, le 82-474. Et puis on l'a vu, il y a effectivement un tsunami réglementaire qui nous arrive de l'Europe dans le cadre du Green Deal européen. Et c'est effectivement dont il n'y a jamais eu pour les réglementations européennes un tel volume et un tel travail au niveau européen, à tel point que les associations professionnelles ont parfois du mal à traiter autour de effectivement le Green Deal et donc la performance environnementale des produits qui devrait se traduire à court terme. Donc on attend fin mars la révision de la directive éco-design européenne, qui actuellement ne s'applique qu'aux produits électriques et électroniques, mais qui devrait être étendue aux produits, à un ensemble de produits beaucoup plus large, avec de nouvelles exigences sur l'efficacité matière et de façon plus générale, la performance environnementale des produits et les propriétés circulaires des matériaux et des produits. Et donc, c'est des choses qu'on attend et qui devront être intégrées probablement dans les déclarations matières. On y verra. Et on verra comment on gère, si on a le temps, on verra comment on gère tout ça au niveau français, comment on contribue au niveau français à ces développements. Donc, donc l'article 9 qui modifie REACH et qui instaure la base de SKIP dans le cadre du Waste Framework Directive ou WF9. Donc voilà, elle a instauré à la fois une nouvelle obligation qui est de déclarer les substances extrêmement préoccupantes, les SVHC, à l'ECA. Et donc, il n'y a pas d'obligation selon le Waste Framework Directive de déclarer dans la base de SKIP. C'est chaque pays qui a transposé la directive Waste Framework et son article 9. Et certains pays comme la France ne font pas référence à la base de SKIP. Donc, on peut très bien notifier à l'ECA par d'autres moyens qui n'ont pas été précisés par l'ECA d'ailleurs. Mais donc, en tout cas, il y a cette obligation. Et si votre produit est distribué dans plusieurs pays européens, vous avez tout intérêt à déclarer votre produit dans l'ECA, dans la base SKIP de l'ECA, s'il contient des SVHC au-dessus du seuil de 0,1%. Donc, il y a des nouvelles obligations qui est d'une part de déclarer à l'ECA, donc recommandé dans la base SKIP, mais aussi dans ces déclarations de rajouter des informations qui n'étaient pas jusque-là couvertes par le règlement REACH. Donc cet article 9 va au-delà de l'article REACH 33, c'est ce qui a posé problème pour sa mise en œuvre, et notamment on doit maintenant fournir une catégorie de l'article qui est déclarée, et de tous les niveaux de la structure de nomenclature de l'article, ce qu'on appelle le tarif code, qui est le tarif douanier européen. Et on doit également déclarer les catégories des matériaux dans lesquels se trouvent les SVHC. Alors, il y a d'autres informations qui sont des informations requises, mais pour lesquelles il y a des valeurs par défaut, comme la production dans l'Europe, est-ce que c'est produit en Europe ou pas, et les Safe Use Instructions dont a parlé effectivement Béatrice. Donc voilà, donc c'est une nouvelle obligation et des nouvelles données. Le gros problème, c'est que la plupart des compagnies actuellement en Europe, notamment les PME, PMI, n'ont pas ces infos. Donc on se retrouve devant une complexité du règlement REACH, d'une part, de par les informations demandées, et d'autre part, cette notion d'article sur lequel il y a encore eu des questions, sur le seuil de 0,1%, qui était un seuil de faisabilité technique et qui maintenant occupe un guide de 100 pages par l'ECA. Tout ça, c'est quasiment inabordable pour des PME au niveau français. Et donc, on va travailler dans la mouvance du développement du nouveau standard à rendre ces obligations accessibles pour les PME.
Notre difficulté, c'est qu'effectivement, l'ECA a imposé son format, alors qu'il existait, on l'a vu, plusieurs formats industriels qui supportaient la déclaration des matières et des substances, qui étaient déjà en usage par les industriels et auprès de leurs chaînes fournisseurs. L'ECA a imposé le format Euclid V6 pour créer les dossiers SKIP et les poster dans la base. Donc, pour créer un dossier SKIP, vous pouvez soit utiliser en ligne les outils Euclid 6 en version cloud notamment, ou en version serveur hébergé chez vous, créer votre dossier en ligne et le soumettre, mais c'est un travail très manuel. Si vous avez un portefeuille de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de produits, c'est effectivement un temps important. Donc, l'autre solution, c'est d'utiliser les API, donc les web services, les moyens de communication de votre système d'information vers la base ECA. Donc, il y a effectivement des API, ce qu'on appelle les System-to-System API ou Web Services qui sont offerts par la base SKIP. Et vous pouvez automatiquement créer vos dossiers dans le format Euclid 6, qui est quand même un format plus complexe que ce qu'on avait l'habitude de manipuler avec les formats type IPC ou la base IMDS ou les formats IEC. Maintenant, le dossier, c'est un package zip qui contient plusieurs fichiers, un minimum 4, un fichier manifeste, plus un fichier pour le dossier, donc un document, en fait, le D c'est pour document, I6D c'est Euclid 6 document, donc un document qui est lui-même un fichier XML, qui décrit le dossier, un document qui décrit à minima votre article de tête. Si vous faites une déclaration où vous décrivez que l'article de tête, ce qu'on appelle l'article as such, et à minima une substance de référence, une substance SVHC. Donc ça vous fait 3 fichiers XML, alors que par exemple dans les standards industriels, IPC ou IEC, une substance, on l'identifie avec son numéro CAS et puis c'est tout. Non, il faut fournir un fichier XML qui décrit en long, en large et en la substance. Et après, il faut packager tout ça et le poster, sachant qu'en plus, le postage n'est pas synchrone. Donc, vous postez et vous attendez que l'ECA et la base de SKIP aient traité votre dossier. Donc, il faut consulter régulièrement la base pour savoir si votre soumission est un succès ou s'il y a des erreurs, il faut les traiter, etc. Donc, voilà. Grosse complexité imposée par l'ECA pour gérer ces dossiers avec le format Euclid, mais bon, c'est l'ECA qui est décidé, il n'y a pas de choix. Donc c'est un des formats pour déclarer des données matières et substances, donc les SVHC. Alors par contre, c'est limité à REACH et à l'article 33. Donc c'est un peu son inconvénient. Donc, quels sont les autres standards existants qui existent depuis au moins aussi longtemps que, parce que Euclid a été mis en place avec la base REACH qui est arrivée dans les années 2007-2008. Donc, voilà un peu le panorama de ce qui existe sur le marché actuellement. Donc, le format propriétaire de la base IMDS, qui est un système cloud. IMDS, c'est International Material Data System, mis en place par l'automobile pour supporter la directive ELV, donc VHU en français. Puis ensuite, la série des standards IPC 17.5X, donc le 1752, qui est le plus utilisé actuellement sur le marché, qui a été révisé en 2010 en séparant la fondation 1751, qui gère toutes les données globales, puis le 1752, qui gère juste les déclarations matières. Et tout un tas d'outils qui ont été développés pour supporter avec des amendements. Ces standards évoluent tous les 2-3 ans. Donc le standard IPC, il est développé selon les normes américaines, sous l'ANSI, et donc il n'est pas soumis aux périodes de stabilité de 5 ans des standards internationaux type IEC ou ISO. Et donc il y a l'IEC qui s'est emparé de ce standard et qui en a fait une version internationale, IEC, puisque l'IPC est considéré comme un standard régional sous procédure américaine. Donc l'IEC est apparu dans les années 2012, etc. Et il a été supporté par tout un tas d'outils. Et donc des nouveaux standards sont apparus, 1755 pour gérer les déclarations de conflits minéraux, et puis le 1754 par l'aéronautique, etc. Donc voilà, on a un marché qui est assez bouillonnant, plein de standards, et donc les PME qui servent plusieurs secteurs doivent se dépatouiller dans ce melting pot d'outils. Donc il y a eu des efforts d'harmonisation sur ces standards, avec notamment l'IEC qui effectivement a pris en compte ce qui existait, donc la série des IPC, et qui a développé la première version du standard IEC 62474
en 2010 en s'inspirant de ce qui existait côté IPC, de IMDS et tout un tas d'autres standards, les standards japonais notamment, et un guide de conception des produits électroniques, le JIG. Et on a fait une synthèse, mais ce standard n'était pas aussi mature que l'IPC 1752. Donc, qui a été révisé en 2018. Et là, cette version était quasiment équivalente au standard IPC 1752, sauf que le standard IPC 1752 étant sur le marché depuis plus de 10 ans, il était prépondérant et l'IEC 62474 ne doit sa popularité actuelle par le fait qu'il a été adopté par l'outil japonais Kemsherpa, qui est cross-secteur, et c'est ce qui porte un petit peu le développement de ce produit. Donc il y avait une certaine convergence en 2018, sauf que après ça, la base de Skip est arrivée, et la base de Skip a créé de nouveaux besoins, et donc l'ensemble des standards sur le marché ont subi une évolution majeure. Donc IMDS, IPC 52, 54, IEC ont tous évolué, et on a à nouveau divergé sur ces standards, puisqu'ils ont implémenté les nouvelles exigences de la base de Skip de façon différente. Donc on se retrouve actuellement sur le marché avec 4 systèmes prépondérants et puis bien d'autres outils annexes dans d'autres secteurs, ce qui est un petit peu une grosse pagaille. Oui. C'est Philippe là. Il vous reste 10 minutes. Ah, ouais, je parle trop. Donc voilà, je vous ai donné des slides, vous trouverez des détails sur chacun de ces standards, les caractéristiques de chacun des standards, la série des IPC avec plein de modules, le plus important étant le 1752, mais aussi le 1754 développé par l'aéronautique et le secteur Industrial Equipment. Donc voilà. Vous trouverez tous ces… Et puis, donc ces standards supportent à peu près 4 types de déclarations, ce qu'on appelle les query lists ou les product statements. Mon produit est conforme à REACH, ou il contient des SVHC, oui, non, etc. Des définitions de conformité. Est-ce que ça contient une des substances de la liste de référence? Et puis des déclarations de type composition. Ben là, c'est l'ensemble des matériaux et l'ensemble des substances. Et la classe B, Material Class, est quasiment pas utilisée, mais pourrait trouver un nouvel essor avec les exigences qui arrivent dans le Green Deal européen sur tout ce qui est efficacité matière et circularité. Donc, quel est donc l'objet du projet Dual Logo? C'est effectivement donc le projet IEC ISO 89474 d'aller vers un standard unique, multisectoriel. Donc voilà, on part de la solution qui existe avec les 4 standards principaux et on veut créer un standard qui devienne le point commun ou donc qui fusionne toutes les caractéristiques des standards actuels. Et puis après, chaque standard pourra, sur la base de ce standard ISO, rajouter quelques fonctionnalités spécifiques. Mais l'idée, c'est que le maximum des fonctionnalités soient communes entre les secteurs, de telle sorte que, effectivement, ce standard puisse être utilisé dans la chaîne fournisseur pour collecter des données matières et substances à tous les niveaux et pour supporter d'autres réglementations que REACH comme ROS et toutes les POP, les perturbateurs endocriniens. Il y a de plus en plus d'exigences, mais aussi pour supporter des exigences réglementaires telles que la base SKIP. Donc ça, c'est l'objectif qui est avoué. Donc, quel est le projet? Le projet, c'est de définir un standard qui couvre à peu près 80% des besoins cross-sectoriels et qui fournisse des schémas pour les déclarations matières, mais aussi les données de référence et piliers nouveaux qui offrent des API pour faire des échanges automatisés de système à système, ce que n'offre quasiment aucun des standards existants, à part la base IMDS, mais qui a des API propriétaires. Les autres standards sont juste des standards XML qui définissent le contenu des déclarations matières que l'on échange, mais qui n'offrent aucun moyen d'échanger. Alors après, il y a des outils sur le marché qui offrent ce type d'API, mais il n'y a pas d'API dans les standards eux-mêmes. Ce sont des API qui sont offerts par les outils du marché et chaque outil a ses propres API. Donc il y a aussi une volonté de standardiser les API. Et parce qu'on va servir plusieurs secteurs, il y a une démarche modulaire qui est promue. Donc, le standard 82-474 va couvrir à peu près 80% des marchés, mais chaque secteur pourra adapter les règles de gestion, etc.
Par contre, toutes les données, il y a certains standards comme l'IEC 62474 qui contient actuellement des données. Pardon, c'est 82 ici. Donc, on part du 62 pour définir le 84. Dans le 62, il y a des données. Ben, ces données vont rester sous l'autorité de chacun des secteurs ou des organismes de standardisation. D'accord ? Donc, le standard harmonisé ne contiendra plus de données. Les données seront gérées par les secteurs. Donc, si on regarde, si on va partir du standard existant, le 62474, qui contient actuellement uniquement des données qui sont en vert, mais qui vont être exclues, et un format d'échange pour les déclarations matières. Et on va rajouter des formats d'échange pour les données de référence. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et des services, ce qu'on appelle les systèmes services ou les API ou les web services, qui permettent de faire des échanges entre systèmes, puisque la pression réglementaire avec la nouvelle version de REACH, le Green Deal, va faire que les entreprises vont devoir maintenant échanger de plus en plus de données. Et donc, il faut passer d'une gestion manuelle à une gestion plus automatisée. Et puis, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on souhaite que les associations professionnelles soient impliquées très en amont sur le développement de ces standards pour qu'elles poussent leurs exigences et qu'elles soient moteurs dans le déploiement, ce qui n'est pas le cas actuellement. La plupart des standards internationaux IEC ISO sont développés sur la base de comités d'experts et on ne s'assure pas de la représentativité des secteurs dans ces comités, ce qui est un désastre. Mais bon. Donc voilà vers quoi on veut aller, un standard et puis qui couvre 4 types de déclarations comme ça existe actuellement. On ne veut pas révolutionner l'IEC 62474, on veut juste l'étendre, en faire un standard multisectoriel et aller vers offrir aussi des formats pour échanger les données de référence, donc les listes de substances, les classes de matières, les catégories de produits que vous connaissez maintenant avec REACH. Tout ça, on va proposer des formats standards pour échanger entre les systèmes ces données et doter le standard d'API qui permettent des échanges système à système. Voilà vers quoi on veut aller. Et la gouvernance, ben, effectivement, on a commencé à impliquer certains secteurs très en amont, donc au niveau local, avec des comités type le groupe français sur les déclarations matières, qui voit effectivement des participants de la FIM, de la FIEC, de l'aéronautique, du GIFAS, de la plateforme automobile, mais aussi travailler au niveau des instances européennes, donc la CEA en Europe, l'Orgalim, l'ASD au niveau aéronautique, le FEICA qui vient juste de rejoindre le projet comme liaison ou au niveau international. L'implication des associations professionnelles très en amont sur la collecte des exigences et leur participation au groupe de travail qui est un Joint Working Group, le 16 entre l'IEC et l'ISO, c'est clé pour le succès du développement de ce standard. Donc voilà quelques sujets qui sont… Oui. Oui, vous pouvez terminer. Oui, voilà, c'était la principale introduction. Donc, j'ai mis en bleu ici les principaux sujets qui sont discutés, qui sont ajoutés à l'IEC. Vous avez de toute façon la présentation qui va vous être communiquée. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a encore des sujets qui sont des sujets chauds sur l'intégration, effectivement, des émissions, des critical raw materials, etc. On en est à la première phase de développement du projet, hein, et il y en aura 2 autres. Donc, je vous recommande vivement de vous intéresser à ce sujet. Et donc, on va fournir un format pour les déclarations matières, mais aussi toutes les données de référence qui sont utilisées par ailleurs. Et des web services. Mais là, on est au tout début du développement des web services et il y a pas mal de challenges, etc. Donc, voilà. J'ai noté plusieurs autres projets qui vont arriver, le PCDS et un standard sur les matériaux secondaires, mais on pourra en discuter. J'étais un peu trop verbeux au début. On passe aux questions alors, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie Jean-Pierre. Alors des questions, moi là j'ai 2 questions. Y a-t-il une date cible pour une déclaration, je dirais standardisée? Oui, je l'avais mis dans un des slides ici, le planning. Donc le projet a commencé cette année, là, le kick-off, hein, ça a commencé en avril avec 3 mois de retard. On est en phase de working draft et donc on espère une première version qui pourrait être communiquée à l'ensemble des comités nationaux début de Q2, là, fin mars, début de Q2, donc mi-avril on va dire. Donc là, il y aura une version qui sera diffusée à l'ensemble des comités nationaux et donc les associations professionnelles membres de ces comités pourront avoir. La date cible, c'est 2024 Q1.
Alors, c'était fin 2023, mais comme on a déjà pris un trimestre et je pense qu'on va en prendre un autre, c'est plutôt courant 2024. Alors, faire attention, c'est la date où le standard va être publié. Ce n'est pas la date où l'ensemble des éditeurs qui supportent ce standard vont mettre à jour leur solution. Donc, on est là sur du moyen et du long terme. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'objectif. L'objectif, c'est du moyen et du long terme. Ici, c'est 5 ans l'objectif pour passer là-dessus et encore 5 autres années pour le déployer et en faire quelque chose d'efficace. Donc, entre aujourd'hui et la disponibilité, moi, ce que j'incite, c'est les PME et les associations professionnelles à commencer à utiliser les standards qui existent, notamment l'IEC 62474 qui existe, ou l'IPC, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais invitez vos PME, vos membres à commencer à utiliser des standards, puisque le standard harmonisé va reprendre ces concepts en les étendant, mais le fait d'avoir adopté un standard et une solution, les éditeurs, de toute façon, suivent le développement de ces standards et vont adopter de nouveaux standards quand il sera sorti. Mais on est sur du moyen terme, c'est un horizon de 4-5 ans minimum pour adopter ce standard. En attendant, commencer par ce qui existe. D'accord. Merci. Une dernière question. Je dirais, en France, comment est organisée la démarche? Est-ce qu'il y a un groupe particulier? Est-ce qu'il fait de la alors c'était ça mon dernier point, j'ai un slide là-dessus, qui effectivement, il y a un groupe France qui a été initié. Initialement, voilà, le groupe France, vous aurez les slides et puis n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, à me recontacter par mail ou par téléphone. Donc il y a un groupe France qui existe, qu'on a initié avec Pierre Barbedollet dans une initiative de l'IEC. Sauf que côté ISO, ils n'ont pas du tout apprécié que ce groupe existe en dehors des comités officiels gérés par l'AFNOR. En France, l'AFNOR a le monopole des comités de standardisation. Et pour participer à ces comités de standardisation, il faut payer une cotisation annuelle qui n'est pas donnée. Ça va de 3 000 € à 6 000 €, grosso modo, en fonction des tailles d'entreprise. Donc nous, on avait souhaité avec Pierre Barbedollet, puisqu'on œuvrait tous les deux dans le cadre du comité AFNOR UF 111 pour l'IEC, que dans le cadre du développement de ce standard cross-secteur ou multisecteur, on ait une instance multisecteur qui se mette en place et qui aide les experts à établir la position française et établir une position multisecteur. Ce que n'autorisent pas les comités. Il y a très peu de comités joints IEC ISO. Donc on a mis en place ce comité, on a coupé les ponts avec l'UF 111. Donc maintenant ce comité, il est indépendant, il est porté par Pierre et moi qui en sommes les leaders, il est gratuit et il rassemble plusieurs secteurs, donc la méca, l'aéro, l'auto, l'électronique bien sûr. Et moi je gère le groupe format, donc tout ce que je viens de vous discuter. Pierre Barbedollet de Steiner Electric gère plutôt le groupe substance, donc qu'est-ce qu'il faut déclarer, les listes de substances, les exemptions, etc. Lui, il est plutôt sur les data et moi, je suis sur les formats. Et on se réunit tous les 2-3 mois et on regarde, on suit ces projets, on regarde un peu tout ce qui se passe côté SKIP, tous les standards relatifs à la performance des produits, aux déclarations matières, et on fait à la fois de l'éducation et de la collecte d'exigences. Et on va bien sûr participer aux revues du standard IEC ISO 82474. Donc ce groupe-là, il est gratuit. Vous pouvez me contacter si vous voulez. Là, on attend que la révision de la directive éco-design soit sortie et que le draft CD du standard sur les déclarations matières soit sorti pour faire une prochaine réunion qui devrait arriver, je pense, dans la deuxième quinzaine d'avril. D'accord. Merci. Donc, j'ai noté que s'il y a des candidats pour participer, ils peuvent vous contacter gratuitement pour participer gratuitement. Voilà, il y a toutes nos coordonnées dans la présentation, là, le sous-groupe format de sous-groupe France sur les substances et les formats de déclaration matière. Vous pouvez me contacter ou Pierre et on vous donne les dates des prochains. C'est un groupe qui est libre, ouvert, vous pouvez participer ou pas à toutes les réunions, pas toutes les réunions, mais au moins être informé des prochaines réunions et des sujets pour vous informer sur ce qui se passe et participer pour votre secteur ou pour votre entreprise. Merci Jean-Pierre. Très bien. Okay. Donc, nous allons passer à la partie expérience industrielle avec l'intervention de Sylvie Lefloc Dubois de la société Radial qui représente le groupe connecteur de Axiel.
Bonjour à tous. Alors, hop. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Ok, bonjour à tous et merci d'accueillir le groupe des connecteurs, Connector Manufacturers Group ou le CMG, le groupe des connecticiens au sein de l'Axienne. Ce groupe est constitué par ordre alphabétique d'Amphenol Socapex, d'ITT Canon, de Radial, Sourio et TI Connectivity. Je suis Sylvie Le Floch, en charge du suivi des substances chimiques dans les produits et les procédés de fabrication au sein du groupe Radial et je suis l'une des experts réglementation au sein du CMG. Et je suis accompagnée d'Olivier Gavard, qui est directeur de la recherche et de la technologie au sein d'Amphenol Socapex. Olivier est l'un des experts techniques au sein du CMG. Nous allons vous présenter les problématiques industrielles liées aux directives européennes auxquelles est confronté le CMG. Et après un bref retour sur les autorisations dont détient le CMG dans le cadre de REACH, nous aborderons les recherches de substitution sur lesquelles travaille le CMG en ce moment. Et au final, je vous parlerai de nos préoccupations actuelles concernant les évolutions des réglementations. Ensuite. Alors, tout d'abord, côté production, voici un bref rappel sur l'autorisation REACH du CMG. Cette autorisation concerne les sels de chrome hexavalent et elle couvre 3 usages. La passivation du cadmium jusqu'en 2029, les autres passivations telles que l'alodine jusqu'en 2024 et un ancien usage qui était l'attaque chimique des polymères en vue du traitement de surface et qui est désormais arrivé à son terme. Elle couvre 6 sites en Europe. Amphenol Limited au Royaume-Uni, Amphenol Socapex en France, Connecteur électrique Dutch en France, ITT Canon en Allemagne, Sourio en France et Tyco Electronics au Royaume-Uni. Tous les sites autorisés ont été contrôlés et avec succès. Je vais vous parler désormais de nos recherches sur les substitutions. Alors, les membres du CMG, ils collaborent sur certains sujets de recherche dans le cadre du développement durable. La première collaboration historique s'est constituée autour du remplacement du cadmium et de sa passivation dans les traitements de surface. Ce traitement de surface, essentiellement utilisé pour les connecteurs dans l'aéronautique et le militaire, présente notamment une résistance très élevée à la corrosion. Ces travaux de recherche sont motivés aujourd'hui par la future expiration de l'autorisation sur les chromes hexavalents. Mais le CMG doit faire face à plusieurs défis technologiques spécifiques au domaine de la connectique. Il faut combiner à la fois la conductivité électrique et la résistance à la corrosion, et tout cela en conservant une bonne tenue mécanique. Plusieurs voies ont été et sont toujours évaluées, et certaines ont d'ores et déjà été abandonnées suite à des tests peu concluants. Mais là, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Gavard, d'Amphenol Socapex, qui va vous donner plus de détails. À toi, Olivier. Merci Sylvie. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, Sylvie vous l'a montré sur le slide précédent, l'autorisation d'utilisation des sels de chrome hexavalent se termine en 2029. Alors, on n'a pas attendu pour lancer des projets de recherche. C'est une activité qui est bien sûr en cours, qui a été débutée il y a quelques années maintenant. On a abandonné des pistes, on en a privilégié certaines, avec en réalité 2 volets d'action. D'abord, un premier volet sur des technologies de substitution, je dirais incrémentales, en matière de traitement de surface, c'est-à-dire qui s'inspirent des technologies de dépose conventionnelles, à savoir la galvanoplastie et l'électrolyse. Donc là, je dirais qu'on maximise nos chances de succès court terme avec des substances et des alliages métalliques qui ne sont à la fois pas réglementés, bien évidemment, et a priori pas susceptibles de l'être à court terme. Et puis un autre volet dit de technologie de rupture, où par définition on part de TRL beaucoup plus bas
et où réside un risque non négligeable d'échec. Hein. Donc, bien sûr, on les mène puisqu'on utilisera encore moins dans ces technologies, encore moins de substances possiblement toxiques ou réglementées dans le futur, mais c'est beaucoup plus académique et je dirais que l'effort il va être au long cours. Vraisemblablement, on devrait arriver si tout va bien, à nos résultats d'ici la fin de l'autorisation. Alors là, on peut voir sur la roadmap deux technologies en galvanoplastie. D'abord, le zinc-fer. C'est une techno qui a été investiguée avec l'aide de l'IRTM2P dans l'est de la France. Donc, il n'y a pas donné les résultats escomptés parce que la couleur n'y était pas. Pour nos applications de défense, il nous faut des couleurs sur nos revêtements sombres, non réfléchissantes. Ça se comprend facilement pour les soldats qui sont sur le terrain. Là, on a obtenu des choses grises, mates, mais pas assez foncées. Malgré tout, il existe des possibilités d'application, notamment dans l'aéro, où les connecteurs sont moins visibles. Donc, ce n'est pas une priorité, je dirais, mais on garde la piste ouverte pour une industrialisation future. Deuxième piste incrémentale, c'est un alliage, alors un codépôt plus exactement d'étain zinc. Il s'agit de distribuer des particules de zinc dans une matrice d'étain en électrolyse, où là, en revanche, ce serait un super candidat à relativement court terme, potentiellement standardisable pour l'industrie de la connectique, et qui est actuellement exploré avec plusieurs partenaires, dont Mecaprotec en région toulousaine, et qui, je dirais, donne suffisamment de satisfaction pour y mettre toute notre énergie au sein d'un projet rapide, financé par la DGA. Et deux dernières technologies de rupture. Alors, la première PEO qui est très fondamentale, qui est explorée dans le cadre d'un projet ANR, avec l'Institut Jean Lamour, le CIRIMAT à Toulouse et NCA7. Sur le slide d'après, on verra de quoi il s'agit. Et puis une technologie Solgel qui est encore une fois développée à l'aide de Mecaprotec. Si tu peux switcher peut-être sur le slide suivant. Voilà, donc l'oxydation micro-arc ou plasma électrolytique oxidization, il s'agit ni plus ni moins d'une anodisation à très fort potentiel qui crée des arcs électriques créant des porosités à l'intérieur d'une couche d'alumine. Et ces porosités peuvent potentiellement être remplies, fonctionnalisées avec des charges conductrices. De cette manière, on pourrait combiner toutes les propriétés d'une oxydation micro-arc que sont la résistance à la corrosion, la dureté de surface et puis la conductivité thermique à la conduction électrique. Donc très fondamental, et c'est un projet qui va durer 4 ans. On espère arriver à un démonstrateur viable à l'issue du projet. Et la deuxième technologie, Solgel, donc c'est une technologie pas vraiment nouvelle, mais là où on innove, c'est qu'on souhaite la rendre conductrice électriquement. Il s'agit d'utiliser des alkoxydes métalliques en chimie douce dans des conditions quasiment de température ambiante, de mélanger certains alkoxydes pour obtenir un réseau polymère 3D déposable en surface de nos connecteurs en couche mince. Et encore une fois, on essaie d'y ajouter des charges organométalliques pour obtenir une percolation nécessaire à la conduction électrique. Ça a fait l'objet d'une thèse il y a déjà quelques années qui a donné lieu à un projet rapide qui vient de débuter il y a à peu près 12 mois et on espère vraiment industrialiser d'ici 2029. Donc c'est fait en partenariat au sein du CMG avec Mecaprotec, le CIRIMAT encore une fois et Centrale Supélec à Paris. Voilà pour les technologies de substitution. Merci Olivier. Une autre problématique plus récente concerne le plomb dans les alliages, notamment les alliages de cuivre. Le plomb permet chez nous de lubrifier les outils d'usinage et de casser les copeaux d'usinage. Le plomb est actuellement autorisé jusqu'à certains seuils dans les alliages par une exemption RoHS qui vient d'être renouvelée jusqu'en 2026. Le CMG a fait partie du projet Umbrella qui a créé soumis un dossier pour le renouvellement de cette exemption 6C.
La menace récente du passage du plomb dans l'annexe 14 de REACH, applicable cette fois-ci à tous les secteurs d'activité, y compris le spatial, le militaire et l'aéronautique, est un nouveau moteur. Les défis sont nombreux, c'est des défis techniques avec une usinabilité et des caractéristiques mécaniques à conserver, mais aussi des défis d'approvisionnement, que ce soit la disponibilité des premières solutions de substitution sur le marché ou leur coût. Il faudra aussi se conformer aux multiples normes qui régissent nos connecteurs, qu'elles soient purement dimensionnelles ou fonctionnelles. Et bien sûr, il faudra ensuite requalifier nos connecteurs, des qualifications souvent longues dans notre domaine de la connectique. Voilà, ces impacts réglementaires sont réellement une source d'innovation pour nos entreprises. Mais elles nécessitent une très large collaboration entre nous, bien sûr, mais aussi avec nos fournisseurs, des centres de recherche, comme vous l'a mentionné Olivier, par exemple, afin de relever ces immenses défis. Nos préoccupations du moment, elles sont nombreuses, mais le CMG est en alerte et se mobilise continuellement sur les nouvelles évolutions des réglementations. Et en ce moment, c'est surtout la révision du règlement REACH qui nous occupe, la révision qu'a abordé déjà Béatrice. Les régimes d'autorisation et de restriction vont changer. Est-ce que ce sera une évolution de chacune des deux régimes ou une fusion ou même une suppression du régime d'autorisation au bénéfice du seul régime de restriction? Une consultation est actuellement en cours. Et il y a aussi une nouvelle notion dont a parlé également Béatrice, qui est la notion des usages essentiels qui sera intégrée. Elle correspond à l'interdiction des substances chimiques les plus dangereuses, sauf pour les usages essentiels à la société. Et ce serait à chaque entreprise de démontrer cet usage. C'est encore mal défini, cette notion préoccupe beaucoup les industriels. Un autre sujet est la tendance au groupage des substances chimiques en famille. Les études sur quelques membres d'une famille et leurs conclusions sont étendues à tous les membres de cette même famille. Cela se traduit dans les statuts des SPHC, les substances chimiques hautement préoccupantes, qui sont associées à des familles, non plus à des substances isolées. On retrouve aussi des familles soumises à autorisation ou à restriction. L'objectif, qui est louable, est d'éviter d'investir dans des solutions de substitution tout aussi nocives. Mais le risque est d'inclure des substances qui ne seraient pas dangereuses, notamment dans les familles de polymères. Et actuellement, il y a un cas d'exemple parfait, c'est le projet de restriction des PFA, qui sont les substances per- et polyfluoroalkyles. L'OCDE a identifié dans cette famille plus de 4000 substances, mais ces substances ne présentent pas toutes les mêmes propriétés, les mêmes toxicologies. Les risques sont différents parmi ces 4000 substances, notamment en ce qui concerne les fluoropolymères. Le domaine de la connective est directement touché par ce projet, avec l'utilisation de ces fluoropolymères dans les joints, les isolants et les câbles. En effet, par exemple, le téflon fait partie de cette famille et est utilisé comme isolant dans quasiment tous les connecteurs radiofréquences et les câbles. La connectique utilise aussi des fluoropolymères au niveau des inserts des connecteurs de l'aéronautique. Le CMG reste mobilisé au sein de la communauté industrielle sur ces différents sujets. Un autre sujet crucial pour les connecticiens est le projet d'inclusion du plomb dans l'annexe 14 des substances à autorisation de REACH, comme vous l'a mentionné déjà Béatrice en début de ce séminaire. Avec une sunset date ou une fin d'utilisation sauf autorisation en 2028 peut-être et une demande d'autorisation éventuellement à déposer en 2024 ou en 2025. Ces dates sont des projections et à savoir si les autorisations existeraient toujours. Le niveau de risque d'inclusion est encore à l'étude, mais si cela serait réalisé, ce serait un énorme impact sur l'industrie de la connectique, sachant que cela s'appliquerait à toutes les industries. Chez les connecticiens, le plomb est principalement utilisé dans nos alliages, dans certaines applications de soudure et de traitement de surface. Le CMG se prépare à répondre aux consultations associées à ce projet et la consultation de l'ECHA et surtout celle de la communauté européenne.
Et le CMG participe à la mobilisation de différents groupes, associations et fédérations. Nous y consacrons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En conclusion, eh bien, la durabilité environnementale est un synonyme d'innovation, mais elle est aussi également synonyme d'incertitude pour toutes les entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sans fin. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci Sylvie. Question? Oui, une question. Oui, aujourd'hui, vous nous avez parlé là, de solutions, de différentes solutions, des solutions techniques à moyen et court terme. Mais est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des risques sur certaines applications? Est-ce que forcément vous avez une solution à court terme pour traiter, pour contourner le problème, et après en travaillant après sur d'autres solutions à plus long terme? Je réponds, Sylvie? Oui, je te laisse répondre. Ouais. Oui, oui. Alors, il existe, comment dirais-je, il existe des solutions de substitution au cadmium chromaté déjà industrialisées, puis je dirais commercialisées, qui sont massivement adoptées par l'industrie, faute d'autre chose. Si ces solutions répondent a priori à minima, non pas à minima, justement, à maxima des standards de connectique, c'est pas du tout le reflet et le souhait de l'expérience client qui a utilisé du cadmium chromaté pendant des années et qui s'attend à des niveaux de performance bien supérieurs à ce que les standards de connectique définissent et donc aux solutions, je dirais, ersatz d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse, mais en tout cas, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à minima d'assurer les performances du cadmium. Et une des raisons de notre regroupement en tant que connecticien concurrent, puisqu'il faut quand même le dire, eh bien, c'est de peser plus lourd pour mettre en commun des moyens qu'on ne pourrait pas déployer individuellement, de manière à arriver à une solution 1 pour 1 versus cadmium. Ok. Si oui, d'accord. Et juste, est-ce que ça peut faire un lien avec la notion d'usage essentiel de substance? Un lien dans quel sens? C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution technique qui réponde au maximum, comme vient de le dire Olivier, qui pourrait être une solution de substitution. Et ça voudrait dire que la substance, elle est un usage essentiel, puisqu'on n'a pas de solution équivalente, non? Alors honnêtement, je ne sais pas, peut-être que Béatrice aurait des compléments, mais cette notion d'usage essentiel, elle est encore très mal définie et je ne sais pas comment elle serait appliquée sur des substances qui sont déjà rentrées dans le processus et soumises à autorisation. On a peu de visibilité au niveau des évolutions réglementaires sur comment cela va se passer exactement. Actuellement, on en est juste à la première consultation au niveau de la Commission européenne et de l'Agence européenne sur les substances chimiques. D'accord. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a obtenu une autorisation de 12 ans, puisque la sunset date du chromhexavalent était de septembre 2017. Et c'est vraiment le maximum que pouvait nous autoriser la Commission. Donc, je pense qu'à travers le dossier de demande d'autorisation, on a soulevé ce problème d'absence finalement de technologies alternatives, pas tant soutenues par les industriels et les OEM que sont des Thales, Airbus, Safran et autres. Donc, je pense que c'est de cette façon dont on l'a fait remonter. Maintenant, essentiel, je suis pas certain, objectivement, bien que ce soit notre industrie, je suis pas certain qu'on pourrait le qualifier d'essentiel au sens où ça a été présenté. Encore une fois, comme l'a dit Sylvie, Béatrice est plus à même de se prononcer là-dessus. Ok, merci. Une dernière question. Par rapport à la roadmap que vous avez présentée, qui indique, comment dirais-je, l'industrialisation des procédés,
quel est le temps de qualification ensuite des connecteurs pour une mise sur le marché? Parce que vous avez dit que c'est très long, enfin c'est long, mais c'est quoi? C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans? Ouais, Sylvie l'a dit, c'est vraiment très long. On a chacun notre expérience de connecticien. Il y a une notion importante qui est, avant même la qualification, c'est la création d'un standard relatif à un traitement de surface. Donc, avant même de procéder à des qualifications sur produit, il faut déjà pousser le principe d'introduction à un standard d'un nouveau revêtement. Et ça monopolise des institutions françaises, européennes et le sponsoring de clients. Déjà, un premier point, ça, on s'y attelle dès maintenant. Ensuite, pour qualifier vraiment un nouveau revêtement de surface avec tout ce que ça comporte derrière, corrosion, vibration, sable, poussière, choc, thermique, etc. Vraiment, ça peut prendre plusieurs années. D'accord. Quand je dis plusieurs années, je ne dis pas 20, mais je dis 1 an et demi, 2 ans, ça ne me choque pas. D'accord. Oui, oui, parce qu'il vous faut travailler aussi avec plusieurs traiteurs de surface pour avoir, disons, une solution qui soit la plus pérenne possible aussi. Alors, parce que vous menez le projet, quand on mène un projet, on le mène souvent avec un industriel, mais après, il faut avoir une phase où justement le procédé devient un procédé industriel et qui s'adresse à différents, je dirais là, dans ce cas-là, traiteurs de surface. Alors, un élément socio-économique important du dossier d'autorisation, ça a été le fait que, pour le coup, nous sommes traiteurs de surface. C'est-à-dire qu'on est verticalement intégré dans chaque entreprise et nous faisons nous-mêmes notre plating, notre revêtement de surface. Et donc, la jonction entre les parties vertes et bleues sur chaque ligne ici, elle correspond à un transfert technologique entre les centres de recherche et nos ateliers de traitement de surface. OK. Oui. D'accord. Très bien. Merci Sylvie et Olivier. Donc, on va juste lever. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour clôturer ce webinaire, je vais vous présenter l'agenda. Je vais montrer mon écran. Voilà. Donc, tout d'abord, c'est pas passé à. Ah, voilà. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions et de leurs présentations. Je laisserai un mot ensuite pour clôturer à Sandrine également. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 12 avril à la même heure, 10h30. Donc, je vous invite à vous inscrire. Voici l'agenda. Donc, on ne repartira pas sur le contexte puisque nous l'avons déjà fait. Et nous continuerons l'aspect expérience, donc au travers des témoignages de nos OEM. En l'occurrence, ce sera Airbus Avionics Products, de STM sur les composants actifs semi-conducteurs, CSI Simulec pour les PCB, circuits imprimés PCB, et ensuite F2D pour l'aspect assemblage. Voilà. Donc, merci à tous. Je laisse le mot de la fin à Sandrine. Sandrine? Oui, merci à tous d'être là, d'être restés jusqu'au bout, de vous être intéressés. Bien sûr, si vous avez des questions, on est toujours disponible, Philippe, les intervenants ou moi, donc vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis derrière, comme vous l'a dit Philippe en introduction, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. Merci à tous. Écoutez, bon appétit, bonne fin de journée et puis peut-être pour certains d'entre vous au 12 avril. Merci, au revoir. À très bientôt donc. Au revoir à tous. Merci.